Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est vraiment au cœur de notre économie, les marchés qui ne sont pas si parfaits que ça. Accrochez-vous bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, notre mission, si on l'accepte, c'est de tout comprendre au fonctionnement de ces marchés imparfaitement concurrentiels. Et le défi, on fait ça en moins de 10 minutes. Allez, c'est parti. Bon, pour commencer, une question toute simple, mais qui est hyper importante. Un marché parfait, vous savez, celui où la concurrence serait pure, totale, est-ce que ça existe, pour de vrai? Et c'est vraiment la question qui va nous guider. Ok, alors comment on va s'y prendre? Voilà notre feuille de route. D'abord, on va parler du mythe du marché parfait. Ensuite, on verra ce que sont les monopoles et les oligopoles. Puis, d'où vient leur pouvoir, comment les entreprises jouent entre elles. Et enfin, on parlera du rôle de l'arbitre dans tout ça. Allez, on attaque avec la première partie, le mythe du marché parfait. En fait, c'est simple. Pour comprendre pourquoi le monde réel est imparfait, les économistes ont eu besoin de définir ce que serait un monde parfait. C'est une sorte de point de comparaison, un modèle idéal. Pensez à ça comme au plan d'architecte parfait avant de commencer à construire la maison. Et ce fameux modèle idéal, ça porte un nom, la concurrence pure et parfaite, ou la CPP pour les intimes. Pour que ce soit clair, imaginez un marché de fruits et légumes, mais un marché gigantesque, des milliers de vendeurs qui proposent tous exactement la même pomme. Dans ce cas-là, personne, mais alors absolument personne, ne peut influencer le prix. On dit que les entreprises sont preneuses de prix, elles prennent le prix du marché et c'est tout. Bon, pour que ce marché de rêve existe, il faut que 5 conditions très strictes soient réunies. Vous les voyez ici, l'atomicité, donc plein d'acteurs, l'homogénéité, donc des produits identiques, la libre entrée, tout le monde peut venir, la mobilité des facteurs et la transparence de l'info. Le truc, c'est que dans la réalité, il suffit qu'une seule de ces conditions manque à l'appel, et paf, le marché devient imparfait. Et voilà, on y est. On quitte le monde parfait de la théorie pour atterrir dans la réalité. Et dans la réalité, on parle beaucoup plus de monopole et d'oligopole. Alors, la différence entre les deux, franchement, c'est super simple. Le monopole, c'est un seul vendeur, le roi du marché, quoi. L'exemple typique, c'était la SNCF pendant très longtemps. Et l'oligopole, oligo, ça veut dire quelque. Donc c'est un petit groupe de vendeurs qui se partagent le gâteau. Pensez au marché des smartphones. Apple, Samsung, ils ne sont pas nombreux. Pareil pour les voitures. C'est ça le monde dans lequel on vit au quotidien. Ok, mais du coup, la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi ? Pourquoi y a-t-il si peu d'entreprises sur ces marchés? D'où est-ce qu'elles tirent ce pouvoir immense? C'est la question essentielle. Eh bien, la réponse tient en 3 mots. Le pouvoir de marché. C'est le concept clé à retenir ici. En gros, c'est la capacité pour une entreprise de fixer elle-même ses prix. Vous vous souvenez des preneurs de prix de tout à l'heure? Eh bien là, c'est tout l'inverse. On est des faiseurs de prix. Et bien sûr, plus ce pouvoir est grand, plus on est loin, très loin, de la concurrence parfaite. Et ce pouvoir de marché, il ne sort pas de nulle part. Il repose sur ce qu'on appelle des barrières à l'entrée. L'image est super parlante. Imaginez un château fort avec des douves immenses et infranchissables. Eh bien, ces barrières, ce sont les douves. Elles sont là pour une seule chose: empêcher de nouveaux concurrents d'entrer sur le marché et de venir embêter ceux qui sont déjà installés. Alors, de ces barrières, il y en a 2 grands types. D'un côté, on a les barrières structurelles. Celles-là, elles font un peu partie du décor du marché. Par exemple, pour construire un réseau de trains, il faut des sommes astronomiques. C'est un obstacle naturel. Et de l'autre côté, il y a les barrières stratégiques. Celles-là, ce sont les entreprises elles-mêmes qui les construisent. Comment? Grâce à des brevets pour protéger leurs inventions, ou avec des campagnes de pub qui coûtent une fortune. Et juste pour qu'on se rende bien compte de la puissance de ces barrières stratégiques, regardez-moi ce chiffre. 1886. C'est le nombre de brevets qui ont été déposés par Valeo, un équipementier automobile, en une seule année, en 2018. C'est juste énorme. Ça montre bien que l'innovation, quand elle est protégée par un brevet, c'est une vraie forteresse pour tenir les concurrents à l'écart. Bon, maintenant qu'on a nos géants bien installés derrière leur forteresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme ils sont juste quelques-uns, ils passent leur temps à s'observer, à s'épier. C'est un peu comme une partie d'échecs hyper tendue où la grande question c'est: est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on s'affronte? Et ça, c'est vraiment le grand dilemme de l'oligopole. Quel est le meilleur coup à jouer? Est-ce qu'il faut se lancer dans une guerre des prix sans merci pour piquer les clients du concurrent, même si ça risque de faire mal à tout le monde? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas plus intelligent de s'entendre en douce? Pour comprendre ça, il y a un outil génial en économie, la théorie des jeux, et en particulier le fameux dilemme du prisonnier. Regardez ce tableau. Le scénario idéal, ce serait que l'entreprise A et l'entreprise B coopèrent, qu'elles maintiennent leur prix. Là, super, elles gagnent 4 milliards chacune. C'est le meilleur résultat collectif. Sauf que l'entreprise A se dit « Et si je la jouais perso? Si je baisse mes prix et que l'autre ne le fait pas, je rafle la mise, 6 milliards. » Le souci, c'est que B fait exactement le même calcul. Du coup, par peur de se faire avoir, qu'est-ce qu'elles font? Elles baissent toutes les deux les prix, et au final, elles se retrouvent avec seulement 3 milliards chacune.
moins bien que si elles avaient coopéré. Et voilà tout le paradoxe. Ce qu'il faut retenir, c'est ça. La coopération, ce serait la meilleure solution pour tout le monde. Mais ce n'est pas forcément celle qui est choisie. Pourquoi ? À cause de la méfiance et de la tentation de gagner plus, tout seul, à court terme. C'est ce conflit permanent entre l'intérêt individuel et l'intérêt du groupe. Alors, face à ce jeu qui peut vite devenir dangereux, surtout pour nous, les consommateurs, qui est-ce qui peut venir mettre un peu d'ordre et siffler les fautes ? Eh bien, il y a un arbitre qui entre sur le terrain, les pouvoirs publics. Et le rôle de cet arbitre, ça s'appelle la politique de la concurrence. C'est tout simplement l'ensemble des règles du jeu que les pouvoirs publics mettent en place pour que la compétition reste à peu près juste. Le but, c'est d'éviter que les entreprises s'entendent dans notre dos pour nous faire payer plus cher. Et cet arbitre, il a 3 grandes missions. La première, lutter contre les ententes, les fameux cartels. La deuxième, sanctionner les abus de position dominante. Ça, c'est quand une entreprise est tellement grosse qu'elle en profite pour écraser les autres. Et enfin, 3e mission, contrôler les fusions-acquisitions, pour surveiller que 2 géants ne fusionnent pas pour créer un monstre encore plus puissant. Et tout ça, ce n'est pas de la théorie. Pour bien comprendre pourquoi ces règles sont là, prenons un cas bien réel, le cartel du lino. Imaginez, pendant plus de 20 ans, 3 des plus gros fabricants se sont entendus en secret. Pourquoi faire ? Se partager le marché et s'arranger sur les prix. Et qui a payé la facture ? Eh bien des clients, comme les hôpitaux par exemple, qui ont payé leur lino beaucoup plus cher. Et forcément, quand on se fait attraper, la sanction est lourde. Regardez, presque 193 millions d'euros d'amende. Ça, c'est le montant que l'autorité de la concurrence leur a infligé. Ça prouve que l'arbitre ne rigole pas et qu'il a les moyens de sortir le carton rouge quand il le faut. Bon, au final, on pourrait se demander pourquoi est-ce que tout ça nous concerne ? Eh bien, parce que tous ces mécanismes, qui ont l'air un peu abstraits, ont un impact direct sur notre vie de tous les jours. C'est ça qui influence le prix de notre smartphone, le tarif de notre abonnement à une plateforme de streaming, et même le nombre de marques de yaourts qu'on trouve au supermarché. Allez, on termine avec une dernière question, une question pour ouvrir le débat. On a vu que tout est fait pour protéger la concurrence. Mais est-ce que la concurrence est toujours la meilleure solution pour la société ? Dans absolument tous les cas, quand on pense au débat sur le rôle de la SNCF, qui a longtemps été un monopole de service public, on se dit que la réponse n'est peut-être pas si évidente que ça. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci beaucoup et à très bientôt.